Bonjour à tous. C'est un roman qui revient sur l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, Ce que le fleuve doit à la plaine aux éditions Erich et le nouvel ouvrage du journaliste belge et écrivain Alain Lallemand que l'on part retrouver à Bruxelles. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est votre 5e roman, une belle histoire d'amour face à l'invasion russe. Il y a Nina Ekash, lui est tatar, et Myriam et Oleg, caucasiens de Crimée. Et vous racontez comment ils vont vivre le début de l'occupation en Crimée en 2014. Est-ce que ce sont leurs doutes, leurs peurs qui ont inspiré votre roman ? Je pense que ce sont aussi mes doutes et mes peurs, mes incompréhensions. Rappelez-vous que nous, journalistes, nous avons été évacués de la Crimée lorsque les Russes ont fermé l'espace aérien et je suis monté dans le dernier siège disponible dans cet avion en ayant, je pense, davantage de questions que de réponses. Et par ailleurs, il y avait de manière évidente un questionnement des Tatars. Les Tatars avaient été persécutés sous la Grande Catherine, avait été persécutée en 1917, en 1944 à nouveau, lorsque des petits hommes verts sans un signe distinctif débarquent et prennent le contrôle de leur parlement. Je pense que les Tatars, tout de suite, dans mes conversations, me disent « Vous allez voir, ça va être pour nous ». Ça n'a pas été pour eux, pour leurs pommes tout de suite, mais ça a été dans les mois qui ont suivi. Et c'est parce que j'avais gardé une sorte de fil à la patte avec cette presqu'île que je connaissais peu, que j'avais envie de découvrir, que je me suis intéressé à leurs questionnements, à leurs doutes, à leurs soucis, lorsque véritablement cette invasion s'est matérialisée. Et justement, comment se passe cette prise de contrôle de la part d'un envahisseur non identifié clairement? Vous écrivez, des petits hommes verts bien polis prennent le contrôle du Parlement. Comment s'est faite cette prise de contrôle de la Crimée? Ce qui est très spécifique, que moi je n'avais jamais vu dans aucun autre conflit, c'est le fait d'avoir des individus qui n'étaient pas identifiés. Alors évidemment, ils parlaient russe et vous pouviez penser qu'ils étaient russes, mais la langue russe est quand même une dominante dans la région, et donc les Ukrainiens se disaient, ok, si ce sont des Russes, à quoi est-ce qu'ils correspondent? Est-ce qu'ils viennent de Sébastopol? Si les russophones disaient, bon ok, ce sont des Russes, mais pourquoi est-ce qu'ils viennent? Ils viennent pour nous sauver, ils viennent pour mieux nous encadrer. Enfin, toutes les populations étaient un peu inquiètes de voir un envahisseur non identifié et de se dire « Ok, je ne peux pas compter sur mon voisin parce que je ne sais pas quelle est la position de mon voisin par rapport à cet envahisseur. Je ne connais pas les finalités de ce mouvement militaire. » Et ça a eu un effet vraiment dissolvant, acide sur les communautés de Crimée, que ce soit les Russes, que ce soit les Tatars, que ce soit les Ukrainiens. Ils se sont tous dit, peut-être qu'ils viennent là en tant qu'ennemis pour moi. Est-ce que je peux encore compter sur mes amis? Est-ce que je peux encore compter sur mon père, mon grand-père, mon cousin? Et donc tout le monde s'est replié sur sa petite famille, sur ses amours, sur ses amitiés, en espérant que ces amours, ces amitiés pourraient peut-être tenir. Mais est-ce qu'elles ont tenu ces amours, ces amitiés? Moi, 10 ans plus tard, je voudrais savoir, et je me suis dit que la meilleure manière de poser la question aujourd'hui, c'était d'y revenir par un roman. Parce qu'un roman, c'est honnête. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe aujourd'hui en Crimée. Moi, je peux témoigner de ce qui s'y est passé pendant quelques jours, en 2014, lors du début de l'invasion, et je pense que c'était intéressant de prendre la population francophone par la main et de leur dire, voilà, je vais vous emmener vers un territoire qu'on ne connaît pas, un territoire qui va vous faire rêver bien davantage que l'Ukraine, car c'est un peu la Côte d'Azur, la Riviera de l'Empire ukrainien, de l'Empire russe, et donc à partir de ce moment-là, je vais vous faire découvrir la population tatare, leurs doutes, leurs souffrances, la manière dont des populations se sont croisées ensemble, ukrainiens, russes, tatars. Je pense que c'était une manière pour moi, le roman, les histoires d'amour évidemment, d'amener la population à s'interroger sur le futur de ce conflit, avant même que je sache que ce conflit allait se systématiser en 2022. Les Ukrainiens ont été marqués par la période soviétique en raison de l'Holodomor, la grande famine. Les Tatars, eux, ont été déportés en 1944 sous Staline. En quoi cette période a laissé une empreinte dans les populations?
Ouais, c'est assez simple. En 2014, quand les Russes débarquent, les russophones représentent 60% de la population. Donc ça veut dire qu'au XVIIIe siècle, et puis au début du régime bolchevique, et puis à nouveau, vous l'avez rappelé avec Staline, on va épurer, on va expulser cette population tatare. La Crimée, c'est historiquement un khanat. Donc c'est une partie de territoire qui est réglée par un grand khan. C'est une terre qui était historiquement musulmane. À partir du moment où vous vous rendez compte que les Tatars ne pèsent plus que 12% de la population avant l'invasion de 2014, vous vous rendez compte par leur absence de ce qu'a été l'épuration russe, évidemment. En 2014, je le souligne, vous avez couvert l'invasion de la Crimée pour Le Soir de Bruxelles et Le Temps de Genève. Dans votre roman, quelle est la part de fiction et de réalité des événements et en quoi votre métier de journaliste sur le terrain vous a aidé dans l'écriture ? Je dirais que le métier de journaliste m'a certainement forcé à avoir un cadre historique, à avoir un cadre géographique, à avoir un cadre militaire qui est parfaitement celui de la réalité du moment. Par contre, je me suis offert toute liberté au niveau des personnages, au niveau de leur positionnement, au niveau de leurs liens affectifs, évidemment. Il y a une strate dans ce roman qui peut surprendre, qui est une strate un peu thriller, un peu polar. Elle est extrêmement documentée, parce qu'en plus d'avoir été correspondant de guerre quelques années, j'ai également été un spécialiste du crime organisé. Et ce qui était intéressant, c'est de voir la criminalisation de la Crimée. À partir du moment où les Russes y débarquent, eh bien, ceux qui vont gagner la Crimée ou ceux qui vont en partir sont parfois pas les populations auxquelles on aurait pu penser. C'est très curieux de se dire que sur la côte d'Azur de l'Ukraine, qui est la Crimée, on a pu faire fleurir des hôtels, on a pu faire fleurir des stations balnéaires sans trop de regards. Merci beaucoup Alain Lallemand pour cet entretien, auteur, je le rappelle, de ce très beau livre, Ce que le fleuve doit à la plaine, aux éditions Ouérich.